Et c'est qu'aujourd'hui que le cerveau il comprend qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est déjà demain. Aujourd'hui, je contribue, moi Sophie, dans l'accompagnement, à ma toute petite mesure, à faire émerger les graines, parce que j'aime bien dire aussi, les graines en dormance, elles germent toujours un jour. Il y a besoin d'activateurs, il y a besoin de trouver le chemin pour les retrouver. Donc, ça amène de la joie. À chaque fois que tu vois une petite graine qui pousse, tu prends n'importe quel enfant, il fait: «Oh, ça pousse!» Et nous aussi, on est comme ça. Alors c'est ça la joie. Bienvenue sur Aujourd'hui, écrivons demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxil et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai la joie de vous faire découvrir Sophie Irvine. C'est grâce à Clémentine Coppolani, que j'ai interviewée l'an dernier, que nous nous sommes rencontrés. Bonjour Sophie. Bonjour Katia, tu vas bien? Oui, merci, très bien, et toi? Je suis enchantée de ta présence et voilà, de ton écoute pour partager ce magnifique interview avec des belles questions. Alors justement, tu m'avais sollicité parce que tu souhaitais, je cite, contribuer au partage de petites parcelles d'humanité encourageantes pour mes auditeurs. Alors je t'en remercie. Il est vrai que ton parcours de vie est d'une richesse incroyable et comme je t'ai dit tout à l'heure en off, parce qu'on a discuté un petit peu comme d'hab et on s'est aussi bien marré, hein. Il va m'être très difficile de te présenter en quelques mots, tellement aussi j'ai peur qu'il soit réducteur, mais je vais quand même essayer de me prêter à l'exercice. On s'est dit aussi que c'était intéressant de voir quel était l'angle qui était choisi parce qu'il y a plein de portes d'entrée, mais il fallait bien en choisir une. Oui. Donc après des études en économie et une école de commerce, tu explores le monde de la finance et de l'enseignement. Au terme de 30 années passées dans l'éducation nationale, tu décides de changer de cap pour t'épanouir pleinement dans l'accompagnement et la pratique du chant. Et d'ailleurs, la voix t'a toujours accompagné, du moins le chant t'a toujours accompagné, toi aussi dans ta vie depuis, tu nous raconteras tout ça. Donc tu es installé dans les Vosges, à Épinal. Tu es désormais coach vocal et coach de vie. Tu es formé à la psychophonie, donc c'est une approche psychocorporelle de la voix. Tu es également formé au coaching humaniste avec la PNL, ce gros mot, comme tu dis dans une interview, donc c'est la programmation neurolinguistique. Donc tu as été formé au Québec, si je me souviens bien. C'est ça, avec l'IDECOM international, voilà. Ouais. Tu es également formé à la thérapie forestière, donc qui n'est pas tout à fait la même chose que la sylvothérapie, ou du moins tu tiens à ce que ce soit la thérapie forestière, et à l'olfactothérapie. Tu aimes utiliser les 5 sens pour éveiller la voix grâce à la nature, et tu es la créatrice de Voix la voix. Donc tu vas nous raconter tout ça, parce que moi je savais pas par quoi commencer. Donc belle écoute à tous mes auditeurs et à tous tes auditeurs. Donc, comment vas-tu? On a déjà pris la météo et on va rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que toi, tu te présenterais, Sophie? Alors je dirais, C'est le printemps qui chante, c'est le printemps gaiement, gaiement, c'est le printemps, oui, gaiement, c'est le printemps qui chante, chante, c'est le printemps qui chante, oh oui, c'est le printemps gaiement, c'est le printemps. voilà, c'est une petite chanson d'Anne Sylvestre
qui m'accompagne en ce jour de printemps et je dirais, c'est un peu le printemps, chaque jour. Parce que dans ma vie, la voix, je crois que je suis née en chantant déjà, c'est comme ça que je me présenterai. La voix m'a accompagnée, la voix à parler, la prise de parole, oser prendre la parole, oser prendre la parole aussi pour les autres des fois. Je crois que c'est il n'existe pas de sens dans les 5 sens. Peut-être qu'on a oublié un sens, c'est la parole. Parce que, la parole, elle est créatrice et en chantant, c'est encore plus facile. Donc je ne me rappelle déjà plus de ta question. Si tu devais te présenter, comment est-ce que tu te présenterais? Puisque moi, j'ai choisi un angle qui est ce qu'il est, on avait un temps d'échange au préalable pour préparer un Oui. petit peu l'interview et donc voilà, j'ai remis un petit peu d'ordre dans les informations que tu m'avais données et comme je t'ai dit, je ne savais vraiment pas par quelle, information démarrer parce que voilà, tu as un parcours qui est tel, bah, je peux pas tout dire non plus en intro et en même temps, je te laisse peut-être libre, toi, de te présenter Alors comme tu as envie. oui et je t'en remercie parce que ça m'a beaucoup fait sourire comment tu m'as présentée parce que c'est un peu comme si, mon fil conducteur de la voix était toujours présent et que tout ce qui a été dit en présentation est juste et en même temps, qu'est-ce que j'en ai fait de cette voix? Je dirais que j'accompagne depuis que je suis, adolescente, peut-être les autres à oser leur voix. Ça, c'est sûr. Le chant a vraiment été un accompagnement parce que j'ai toujours donné des cours de chant. J'ai toujours, j'ai toujours pensé que le chant était accessible à tout le monde. Il y a personne ne pouvait ne pas chanter et donc si je me présente, je dirais que je suis créatrice de Voix la voix, VOIS-LA-VOIX, c'est-à-dire je vois la voix ou ma voix c'est VOIE, on peut le voir aussi comme ça, que j'ai créé à la ressemblance du petit logo que j'ai dessiné sur le sable, qui est mon petit logo de Voix la voix. Je veux dire une des portes d'entrée c'est la psychophonie comme tu l'as dit, cette, approche psychocorporelle qui m'a permis d'être enrichie par, l'olfactothérapie, par la forêt, par la nature et par, cette formation, que j'ai fait de programmation, neurolinguistique au Québec en étant coach. C'est comme si le coaching, ma formation de coach professionnel avait mis un cadre à mon enseignement du chant parce qu'un cadre créatif, alors ça paraît assez étonnant de dire ça, j'amène les personnes à oser être elles-mêmes, à oser être soi avec la voix et donc avec les 5 sens, ben, moi ça m'a semblé être quelque chose d'une évidence et je me suis jamais posé la question. Je n'ai pas cherché comment m'appeler. Voix la voix pour moi, c'est aussi une vocaliste de la psychophonie. Voilà, 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 voilà. La voix, la voix, la voix. Voix, la 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 voix. Alors voilà, donc j'accompagne des personnes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation, professionnelle, familiale, mais à oser leur voix, voilà. Tant de personnes ont et c'est magique, ça marche encore mieux avec la nature. Bon, je suis bavarde, hein, je suis désolée. Tu m'avais dit en préparant: «J'aime faire chanter les gens qui pensent qu'ils ne savent pas chanter» Ouais, et Dieu ça sait, j'imagine qu'on est nombreux à penser qu'on ne sait pas chanter. oui, alors même en plus, j'allais dire même, parfois certains grands chanteurs, on est étonné quand, en off, ils nous racontent qu'ils n'aiment pas leur voix ou qu'ils pensent qu'ils pourraient, encore faire mieux. Mais en fait, voilà, oui, tout le monde peut chanter, sauf sauf peut-être, des personnes qui n'auraient pas du tout de cordes vocales. Mais même avec des cordes vocales abîmées, on peut chanter parce que qu'est-ce que ça veut dire chanter? C'est se vibrer, c'est être vivant. Donc chanter juste, je crois que c'est un concept que j'ai même si j'ai fait des études au conservatoire, que j'ai enlevé de ma bouche quand je parle, parce que ajusté à soi, voilà, ajusté à soi et on chante ajusté aussi à son rêve que l'on veut réaliser, à ses projets. La voix, c'est notre signature et c'est tellement personnel et c'est aussi très délicat à accompagner. C'est vraiment, quelque chose qui nous dépasse. Peut-être que même on est
on est au-dessus, notre voix nous dessine un contour, plus grand que nous. Je pense qu'on est plus grand que soi quand on chante. Donc pas forcément sur scène, pas forcément mais dans la scène, enfin, dans la vie de tous les jours, on peut chanter. Alors je dirais pas on doit, mais ouais, tout le monde peut chanter. C'est un peu ma marque de fabrique dans Voix la voix, c'est que vraiment, même les personnes qui me viennent pour, faire du coaching, professionnel, coaching de vie, viennent et je leur propose et c'est une évidence pour moi, je leur propose, bah, de chanter, l'objectif de la séance ou qu'ils chantent ou qu'ils ne s croient qu'ils ne savent pas chanter ou qu'importe et alors ils sont toujours surpris, c'est une invitation, mais la plupart acceptent, hein et ceux qui viennent et qui me disent: «Je n'aime pas ma voix, je sais pas, je viens prendre des cours de chant». Alors je leur dis dé je les rassure déjà, je ne donne pas des cours de chant. Je sais faire, mais je ne suis pas, professeure de chant parce que où je vais leur demander un morceau, des résultats et cetera. Non, je leur demande juste qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils aiment comme couleur? Et par exemple, si quelqu'un me dit: «J'aime le bleu», j'ai dit: «Et en chantant, ça serait comment? Quoi le bleu? Ou quel goût vous avez dans que vous aimez, manger?» «J'aime le chocolat». Et après je fais le tour des 5 sens et quand il y en a un qui marche, oser chanter souvent c'est le regard des autres. Et en fait si on se contente un peu de beaucoup, j'aime bien le dire, c'est-à-dire de ce que l'on est, des goûts, de nos passions, eh bien finalement en fait, on s'aperçoit que c'est pour soi qu'on chante. Donc on chante déjà pour se vibrer et pour être, un être debout, vivant, même si on est couché et qu'on est malade, on est quand même comme un arbre qui chante dans le vent et tous les arbres chantent. C'est-à-dire, tous les arbres chantent. Tous les arbres sont différents, tous les arbres émettent des vibrations. Quand j'emmène les personnes, dans des ateliers que je fais pour oser la voix, par exemple, en forêt, j'invite les personnes à écouter les arbres, mais en fait comme un enfant. Donc on peut écouter un arbre en mettant ses mains sur l'arbre et peut-être coller son oreille. Si on colle son oreille, on entend des bruits, on entend l'arbre qui peut craquer à l'intérieur, il y a de la résonance et il y a le vent dans les arbres, et quelles que soient les saisons, il y a une musique dans les arbres et par magie quelque part, parce qu'on est on se laisse être un enfant dans la nature, eh bien on va aller parce qu'aussi peut-être, je pense que je suis facilitatrice de voix quelque part. Ben, les personnes se posent pas la question, elles vont se mettre à chanter «Bonjour l'arbre» ou bien «C'est doux la mousse». Mais moi je donne pas forcément une mélodie, mais les personnes vont se mettre à inconsciemment capter la vibration de l'arbre et chanter la mélodie qui leur vienne. Et une mélodie, c'est pas une chanson, ça peut être une chanson qu'on connaît, mais c'est un peu, ce qui nous vient dans la vibration, dans toutes les vibrations. C'est de la physique en fait, hein, c'est rien de magique en fait, hein, mais c'est magique quand même. C'est en ça que tu te distingues de enfin, que ce que tu fais se distingue de la sylvothérapie? Oui, parce que la sylvothérapie, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font, hein, des auditeurs qui connaissent. Entre Quel guillemets, c'est faire des câlins aux arbres, si on peut le résumer en très alors grossier pour, ouais, oui, c'est un peu cliché bobo parisien, c'est-à-dire que, on va faire des câlins aux arbres, c'est-à-dire faites des câlins aux arbres. Ça se passe pas comme ça, puis on apprend les différentes, espèces. C'est un côté scientifique et un côté qui est pas pas trop, faut pas que ça soit trop perché, faut que ça rentre dans des cases. Alors qu'en fait, personne ne fait la sylvothérapie en chantant. Quand j'ai fait ma formation de, thérapie forestière, on m'a demandé ce que de enfin voilà, on de me laisser guider par,
par la nature, vers quel arbre je peux aller, je marche pieds nus, je suis en forêt. Ben, moi, je me suis mise à chanter et c'était pas du tout prévu au programme et la formatrice m'a dit: «Ah oui, ben moi j'ai prévu un temps pour chanter. Je ne sais pas faire autre chose». Donc du coup, la thérapie forestière, je sais pas si c'est le terme employé par Manuela Pechmann, qui fait ça en Alsace. C'est son terme à elle parce qu'elle voulait un peu garder le côté un peu sauvage, un peu enfant qui va, un peu, enfant sauvage que si même si ça n'existe pas vraiment, mais, on est toujours socialisé, mais ce côté, je peux, c'est 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 même mon côté, je me reconnecte à moi-même. C'est pas un atelier dans la forêt et après je remets mes chaussures et j'habite la ville et je regarde les voitures passer. C'est vraiment, je me fonds avec la nature, c'est plus ça. C'est pour ça que le chant peut émerger. Je me vois pas en sylvothérapie. Ça fait un peu, c'est juste le mot parce que finalement, sylvo ça veut dire la forêt, hein. Donc c'est l'approche que tu en as, la connexion que tu as avec le vivant, avec les arbres. Bah, pour moi c'est une évidence. J'habite dans les Vosges, il y a beaucoup de hêtres, j'utilise la résonance de la forêt. Je choisis mes endroits en fonction de la résonance. Donc, comment les voix peuvent être, si c'est au bord de l'eau, près d'une, en plus, dans une hêtraie avec un lac, de l'eau. Il y a aussi des forêts avec des pins sylvestres, les essences, les odeurs. Tout ça va faire la qualité de la voix, puisque pour chanter, le 1er, enfin, pour moi, la première porte d'entrée, du chant, c'est le humage. Je hume le parfum, je hume le parfum. C'est tellement simple à chanter ça, dans le sens simple. En psychophonie, c'est une des petites vocalises, un des petits chants. On chante que ça. Alors quand on est en forêt, on chante ça. Donc on a cette, et je fais le lien avec l'olfactothérapie, c'est-à-dire qu'on a toutes les essences qui viennent et naturellement, mais vraiment naturellement, le chant émerge. La voix, vient et même si c'est pas, moi je donne une impulsion de mélodie, mais, c'est pour ça que ça fonctionne bien parce que mon rapport, à la forêt, aux arbres, je sais même pas comment expliquer. Je l'ai pas appris. C'est les arbres qui m'ont appris. Moi, je dis: «Les arbres sont les meilleurs enseignants, c'est les meilleurs profs de chant». Mais franchement, c'est les meilleurs coachs vocaux parce qu'ils vous encouragent tout le temps. Ils commencent un peu courbés parce ils sont nés un peu dans la neige avec le vent et tout ça, et mais quand même, ils poussent vers le ciel. Donc il y en a toujours un qui est inspirant. Un arbre ne pousse jamais tout droit, très, très plat, donc très droit avec, une équerre par rapport au sol. Il puise comme le chant, il puise son énergie, c'est l'eau monte toute seule, dans l'arbre et après, ben, il va redonner, cette eau sous forme de vapeur et d'humidité pour que nous soyons vivants. Bah, le chant, c'est ça. En fait, quand on regarde un arbre, on se pose pas la question si on chante ou pas, si on sait chanter ou pas. L'arbre, il sait, voilà. Et tu parlais du lien que tu fais aussi avec donc le sens, de l'olfaction, l'olfactothérapie. Quand tu dis: «Je hume la forêt», alors moi ça m'interroge énormément puisque je n'ai pas d'odorat. Est-ce Oui. que tu as déjà été confronté à des personnes qui n'avaient pas d'odorat pour différentes raisons et comment ça se passe dans ce cas-là? Comment tu travailles? Est-ce que c'est un frein? Est-ce qu'il est quand même possible de sentir Alors les arbres, la forêt? alors je pense et après, si les auditeurs, ont d'autres, on peut pas avoir des points de vue scientifiques. On peut juste avoir des expériences et oui, j'ai des personnes qui, qui me disent ne pas avoir d'odorat et comment je fais, et dans le cas de personnes qui n'auraient pas du tout d'odorat pour des raisons, physiologiques ou physiques ou anatomiques ou parce qu'il manque quelque chose, je tenterai
l'expérience et j'ai déjà fait d'imaginer un trajet physique comme si, des petites particules, des petites gouttelettes et j'utiliserai les autres sens. J'utiliserai, la douceur ou bien, la rugosité ou bien je vais chercher, la couleur et je vais oser demander à la personne de me chanter, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je me connecte au parfum que je sens très facilement et je vais le décrire avec les autres sens pour que la personne puisse voir ce trajet neuronal et aller vraiment avoir du plaisir de faire ce trajet et ça me fait penser à la jeune fille autiste que j'ai accompagnée pendant 8 ans. En fait, quand il y a un sens qui manque et notamment le sens olfactif, des fois c'est au goût. Alors moi, je vais juste poser la question à la personne: «Quel est le goût dont tu te souviens? Est-ce que tu as un dans la bouche quel, si jamais tu n'as jamais eu le goût du chocolat, qu'est-ce que ça a comme sensation sur ta langue, sur tes lèvres, sur tes doigts aussi?» Et après je vais faire chanter ça. Je dis bien que c'est de l'expérience. J'ai une approche scientifique de par mes études, mais je pense que l'expérience, c'est ça le vrai scientifique sans doute. C'est un explorateur et quand un sens manque, faut amplifier les autres sens pour donner du plaisir. Je vais aussi aller chercher par exemple, dire: «Ben, inspire, inspire». Je vais pas poser plus de questions, je vais pas inviter plus, je vais dire: «Inspire» et inspire ce que tu entends, inspire ce que tu vois, inspire ce que tu touches et en activant ça, on va aller refaire un autre imaginaire sensoriel. Parce que le but, c'est que la personne éprouve de la joie, éprouve du plaisir et peut-être même quelque chose que personne ne lui a dit, ou de la créativité. Mais il faut regarder qu'est-ce que ça fait le humage. Alors bien sûr, en psychophonie, on utilise les 5 sens et on fait chanter: «Je vois avec mon nez, j'entends avec ma bouche». On fait des choses comme ça et même pour des personnes, quel que soit leur âge, des personnes par exemple qui n'entendent pas, les faire chanter, enfin c'est pas une ineptie, enfin c'est pareil, c'est un autre chemin. Mais ce sont des chemins sensoriels. Concernant la jeune femme autiste à laquelle tu fais référence, tu m'avais dit que tu lui faisais chanter les sensations. Parce qu'en fait, elle n'avait pas la parole, si je me souviens bien. Quasiment pas, quasiment pas. Jeune fille autiste non verbale que j'ai accompagnée pendant 7-8 ans. Je lui avais amené un jour, parce que je travaillais avec elle, avec, qu'elle sente les graves de ma voix, qu'elle aille sentir les médiums de ma voix. On travaillait aussi avec le piano. Elle dessinait, elle peignait et à chaque fois qu'elle faisait des dessins, elle faisait des formes, elle faisait des spirales et moi j'étais à côté d'elle et je chantais ce qu'elle faisait. Ça a duré pendant, 1 ou 2 ans que je chantais ce qu'elle faisait et un jour, je chantais aussi ce qu'elle aimait. J'avais demandé à sa maman qu'est-ce qu'elle aimait. Par exemple, elle pouvait pas manger trop de sucre, elle pouvait pas manger trop de chocolat, donc j'avais fait une chanson: «J'aime le cacao un peu, c'est bon, un peu, c'est bon» et je répétais ce qu'elle aimait. Un jour, je l'ai entendue faire et tout d'un coup, je l'ai entendue chanter à côté de moi et un jour, j'ai amené des pommes pour qu'elle touche. C'était compliqué pour elle de toucher quelque chose qui était nouveau. Elle n'aimait pas les pommes, du tout. J'avais amené des pommes de mon verger. Donc, les pommes de verger, comme tout le monde le sait, c'est des pommes qui sentent, le verger. Ça sent pas chez le marchand et j'ai chanté: J'aime la pomme, oh oui, j'aime la pomme, oui,
j'aime la pomme, oui, j'aime la pomme. J'ai fait ça plusieurs fois et puis je suis venue avec mes pommes et puis je lui ai proposé de toucher la pomme. J'ai toujours été C'était très compliqué pour elle. J'ai continué plusieurs fois et un jour la maman me met un message vocal: «Écoutez Sophie, ma fille a croqué dans une pomme». C'est-à-dire qu'elle avait, en chantant, en chantonnant à côté de moi, qu'il y avait eu quand même un mimétisme. Je savais qu'elle se que la vibration de ma voix, heu, était, voilà, elle a croqué la pomme et le fait de chanter, de chanter la pomme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours intéressant de voir comment les personnes qui sont privées de certaines facultés par rapport à d'autres, parce que c'est moins évident pour elles, eh bien, en fait, vont, en chantant, rendre réel et possible quelque chose. Et pour moi, c'était, enfin, j'en ai pleuré de joie de ça parce que cette jeune fille, maintenant, elle mange, elle a croqué dans une pomme, c'est-à-dire que le fait de chanter, c'est bon, une pomme, la pomme, c'est bon, c'est plus fort que de le parler et ça venait d'elle. C'est-à-dire qu'en fait, elle a utilisé la répétition, donc elle l'avait entendu. Parce que moi je l'entendais chantonner, hein. Je l'entendais par exemple, bah, elle avait besoin, de s'en aller pendant la séance, donc elle s'en allait, elle allait caresser le chien, elle allait manger, ou boire quelque chose et tout ça, elle revenait parce que voilà, c'était des séances particulières et je l'entendais chantonner. Je l'entendais. Évidemment, ça aussi c'est pareil, c'est une voix qui était ajustée à elle et petit à petit, on a chanté justement les sensations gustatives. L'odorat, c'était compliqué aussi, donc le toucher, c'était compliqué. Donc quand on chantait, «C'est doux la mousse, c'est doux la mousse», je voyais avec ce qu'elle pouvait avoir comme mousse pour le chanter et par exemple, elle aimait le vent sur son visage. Elle aimait la pluie, donc j'avais fait une petite chanson pour elle. J'aime le vent sur mon nez, j'aime la pluie sur mon nez, j'aime le vent sur mon nez, j'aime la pluie sur mon nez. Et en fait, c'est devenu vraiment des petites choses que je lui avais créées, parce que toutes ces chansons-là, je les ai fabriquées sur mesure pour elle, en me connectant vraiment à ce qu'elle aimait. Et après, elle le chantait. Donc après, des fois, je me mettais au piano et elle jouait les notes parce qu'elle avait, voilà, elle a appris aussi le piano de façon particulière, mais voilà, donc elle jouait les notes et elle chantait les notes et moi, quand je jouais une partition, par exemple, je chantais, elle me disait: «Non», de la tête et elle me disait: «C'est pas cette note-là qu'elle voulait entendre». Donc aussi, on cherchait dans les sensations les notes qui lui faisaient du bien. Ça a duré 8 ans à peu près et après bon voilà, elle a eu un autre cheminement. Je la suivais à peu près 2 fois par semaine et ouais, se connecter à ce qu'on aime déjà, pour pouvoir chanter. C'est ça un peu, que je dirais, de cette expérience, Tu nous as dit tout à l'heure en te présentant que tu étais née en chantant. comme Qu'est-ce tout que le monde. tu voulais dire? Je pense que c'est une certitude, on fait tous enfants, sauf exception, des bruits, des gazouillis et on dessine ce qu'on appelle en psychophonie son cocon énergétique, c'est-à-dire ce qui nous définit. Et en fait, ben, on gazouille, on regarde ses mains, on explore, à plat ventre et on fait des bruits. Donc on chante et après arrive l'encodage de l'éducation qui dit, «Il est sage ton bébé? Ah oui, il fait pas de bruit. Donc j'espère qu'il te laisse tranquille. Alors des gazouillis, il est beau le bébé, il est beau le bébé», ça va 5 minutes et après il faut qu'il se taise. M'a sans doute aussi peut-être dit des choses pareilles, mais je ne m'en souviens pas du tout parce qu'en tout cas, ça n'a pas marché. Donc je suis née en chantant et je pense que c'est la vibration parce que l'enfant quand il naît et il va crier, c'est du chant déjà.
lorsque ses poumons se remplissent d'air, c'est une vibration pour s'ancrer, être sur terre. Et après, je n'ai jamais arrêté de chanter. On me disait: «C'était pas bien de chanter à table». Je chantais à table et en plus après je proposais un petit concert pour qu'on écoute ce que j'avais à chanter. Donc je chantais ma journée, je chantais tout ce qui m'était arrivé à l'école, j'apprenais mes devoirs en chantant, mais toute petite. On chantait chez toi? Non, absolument pas. Non, pas du tout. Je suis pas née dans une famille musicienne. Ma mère, aime beaucoup la peinture, mon père, je crois même si enfin, je crois qu'il se bouchait les oreilles quand je chantais. Bon, c'était pas son truc. Non, non, je suis pas du tout d'une famille d'artistes. Peut-être, des artistes qui s'ignorent, mais en tout cas, non, moi je suis la seule. Même j'ai 3 sœurs, je suis l'aînée de 4 filles. J'ai ce bonheur d'être l'aînée de 4 filles et donc mes sœurs, supportaient pas quand je chantais, mais mes sœurs chantent. Et ça, mes sœurs chantent, et on fait de la musique, mais moi j'étais la seule à chanter à tue-tête. Tu as dit: «J'apprenais mes leçons en chantant» Oui. et si je me souviens bien, quand tu étais enseignante, tu utilisais le chant pour faire apprendre à tes élèves. Oui, apprendre en chantant, pour moi, c'était normal, déjà, mais je croyais que tout le monde le faisait, mais bon non, c'est il y a que moi et c'était plus facile pour moi d'apprendre en chantant. Ça, c'était mon truc pour retenir on va dire, mes cours et quand j'ai été enseignante et ben, j'ai enseigné l'économie, les principes d'économie quand même, hein, des choses très sérieuses qui plantent très bien, mais c'est naturel chez moi. Quand ça buguait, quand les élèves n'arrivaient pas à avoir, un concept, qui était difficile. Par exemple, je vais pas donner d'exemple, sinon je vais faire un cours d'économie parce que j'adore ça et aussi et ben, en fait, je les ai fait chanter des concepts d'économie, mais des concepts difficiles. Les élèves m'ont jamais, fait la remarque que c'était c'est des élèves quand même qui étaient en 1re, en terminale, qui avaient leur bac à passer, quand même avec un gros coefficient en économie. Personne, parmi mes élèves, n'a jamais trouvé ça étrange. Par contre, mes collègues, oui, bon ça c'est c'est un peu pour ça aussi que, voilà, j'ai exploré ça pendant une trentaine d'années et après, je suis passée à autre chose parce que voilà. En fait, mes collègues devraient me remercier parce qu'ils entendent plus chanter. Vraiment, je leur ai fait apprendre, la sociologie, des concepts d'économie en chantant et j'apportais aussi des chansons, je leur faisais des fois même écrire une chanson pour apprendre pour apprendre des concepts. Donc ils écrivaient la chanson, trouvaient les paroles sur une mélodie qu'ils aimaient ou qu'ils inventaient et c'était ça leur devoir. Et oui, c'est pour ça que je suis un peu particulière. Ça marchait bien, très bien. Ça va faire le lien avec une autre question que je voulais te poser juste après sur cette notion de particulière, mais comment on explique le fait qu'on mémorise mieux en chantant? Tu as une explication, en termes de neurosciences, neurologiques, scientifiques, qui pourrait expliquer cette, facilitation, par le chant? Alors bon, je suis plus plutôt une scientifique exploratrice ou une exploratrice, pas très scientifique parce que s'il y en a qui m'écoutent, peut-être qu'ils me diront non, mais c'est mon expérience et mon intuition, sachant que l'intuition, c'est quand même toute l'expérience plus tout ce qu'on a lu et je dirais que, je vais reprendre le trajet du humage. Quand, on chante, on utilise ce trajet qui est un trajet plus direct. Je crois qu'en psychophonie, on dit: «Ça va au rhinocéphale», ça va vraiment, la les mémoires sont réactivées plus facilement. Ça, on le dit de scientifiquement, Marie-Louise Aucher, celle qui a créé la psychophonie, a travaillé avec Thomas Tisse, donc et a travaillé avec des scientifiques. Donc déjà, elle disait que quand on comprend mieux en chantant. D'ailleurs, dans beaucoup de textes qu'elle donne, dans les livres qu'elle a écrits, elle dit, «Vous ne comprendrez qu'en chantant». Voilà, elle propose des textes et effectivement, il y a quelque chose qui se passe, une connexion qui est plus facile quand on chante, parce qu'on utilise alors dans le trajet du humage, et ça va directement au cerveau, je n'ai pas les termes exacts, mais ça prend un chemin plus rapide et donc quand tu chantes un concept, c'est plus facile de se souvenir, d'activer la mémoire par les vibrations et justement par ce trajet de comme ça, voilà, d'avoir, d'avoir
ce trajet de quand, ceux qui ont ce sens, qui fonctionne, c'est bon et là, ça monte tout de suite et ça réactive des souvenirs. Ça, on le sait, par exemple, pour des maladies comme Alzheimer, des maladies neurodégénératives, on le sait. Respirer, par exemple, du romarin cinéole, ça va ou de la lavande, voilà, ça a des propriétés pour réactiver, consoler, mettre en sécurité aussi quelque part le cerveau et donc il y a plus aussi de facilité pour mémoriser, ça va plus vite. Je sais pas si c'est satisfaisant comme réponse. Et Tu fais mention de la maladie d'Alzheimer, mais c'est vrai que moi, ce que j'avais constaté dans les services où je travaillais, c'est que les patients atteints de la maladie d'Alzheimer avaient un meilleur souvenir des chansons, pouvaient être en capacité de chanter, peut-être parce que ça faisait appel, voilà, soit à la mémoire émotionnelle, soit à la mémoire épisodique, soit une mémoire aussi plus ancienne. Pour ceux qui avaient les troubles du langage, il pouvait être étonnant parfois, effectivement, de les entendre encore chanter de vieilles chansons ou de retrouver l'air ou les paroles alors qu'ils avaient quasiment plus le langage. Donc il y a quand même quelque chose qui se joue tout à fait. avec le chant. Ça me fait penser aussi à une musicothérapeute qui m'avait connecté, Pilar Garcia, qui a fait tout un travail avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer autour du chant, qui était assez extraordinaire parce que ça vient mobiliser des capacités, ça se demandait comment ça peut être possible. Pensik, Marie-Louise Aucher, donc la créatrice de la psychophonie, elle parle aussi de quand on chante, d'activer sa géographie intérieure et je trouve, ce mot incroyablement puissant parce qu'il y a tout un chemin de proprioception interne qu'on a des capteurs à l'intérieur et d'ailleurs on chante avec tout son corps, tout son être vivant et de l'intérieur jusqu'aux cellules, parce qu'elle parle même de spiralaire de l'ADN. Elle va jusqu'à dire si vous n'avez pas conscience de chanter avec et pour vos cellules, vous ne pouvez pas chanter. Alors, ça peut paraître extrême, mais il y a quelque chose de l'ordre, du subtil et de l'infini petit qui est en nous et même des cellules, malades peuvent chanter et on peut leur chanter et c'est pour ça qu'on parle d'autothérapie. On peut dirais plutôt la celui qui chante participe à sa guérison et même si la voix est très faible, même si moi je fais parfois chanter aussi sans activer les cordes vocales. C'est-à-dire mettre en c'est enfin en fait ça c'est comme si tu fais comme si tu chantes et tu ne chantes pas et ça, c'est un geste qui donne beaucoup de joie. C'est-à-dire chanter en muet. Ça peut paraître complètement, fou, mais ça a été expérimenté par des personnes que je côtoie aussi et alors ça permet de préciser qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que la voix, on chante pour soi, pour se vibrer et du coup la voix résonne à l'intérieur de nous. Les autres nous entendent, mais nous avons cette, oreille interne qui permet de s'entendre à l'intérieur de soi. Ça me fait penser, là, quand tu parles de quelque chose qui résonne en nous, pour revenir aussi par le lien avec les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Moi, j'avais beaucoup de résidents, je me souviens, qui pouvaient avoir ce qu'on appelait des troubles du comportement, qui peut-être avaient quasiment perdu le langage, mais qui avaient des stéréotypies verbales. Je me souviens d'une dame qui, presque 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'elle était insomniaque, qui disait Allah, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et nous, on cherchait à la faire taire, cette dame. Parce que c'était insupportable, en fait, d'entendre. En plus, elle déambulait dans l'EHPAD et elle ne faisait que répéter ça. Et il y a rares fois, enfin, les moments où elle se taisait, où elle était dans le silence. Mais nous, on cherchait ce silence. Mais en fait, on a essayé aussi de comprendre qu'est-ce qui faisait qu'elle était dans cette répétition. Et en fait, on se disait, voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la vibration? De sentir aussi dans son corps, avec sa voix, qu'il y a cette vibration, donc qu'elle est en vie, qu'elle existe. Tu vois, on essaie de trouver un sens à ce trouble qui était dit du comportement, parce qu'on n'arrivait pas à la faire taire et que, voilà, il fallait comprendre pourquoi. Et c'était, voilà, est-ce qu'elle
de sentir qu'elle était en vie finalement aussi et un moyen peut-être aussi de se sécuriser à l'intérieur d'elle en répétant comme ça tout le temps ce vocable qui n'avait de sens que pour elle parce que on a essayé de chercher parce qu'elle était d'origine alsacienne, enfin on a essayé de chercher, tu vois ce que ça pouvait bien vouloir dire, comme si elle se berçait intérieurement, tu Oui, vois? alors c'est aussi, comment dire? D'ailleurs, parce que tu parles du bercement, le bercement vraiment c'est quelque chose qui peut aider. En psychophonie, on travaille beaucoup avec le corps et les bercements. Un peu pour retrouver, se bercer avec sa voix, bouger son corps d'avant en arrière, sur le côté et c'est un côté contenant qui rappelle, les mouvements, de la mère quand on était dans le ventre de notre mère biologique et qu'elle marchait. En fait, le bercement rappelle ça. Ça aussi d'aller chercher, après pourquoi certains c'est des bouts de mots. Ça peut très bien être, une partie dont elle se souvient d'un prénom ou d'un endroit ou bien d'une fleur, quelque chose, et ça reste mystérieux et c'est un peu, alors je vais le dire avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de respect, mais les enfants autistes qui crient, c'est pour se sentir, vivants. Et c'est très, très compliqué de le comprendre parce qu'on ne veut pas le comprendre. Pour fréquenter d'autres enfants autistes et vraiment l'autisme non verbal, où l'enfant crie, jour et nuit, en fait, il dessine son cocon énergétique et comme il a moins de conscience, je prends beaucoup de il y a tellement de formes d'autisme, moins la conscience de la frontière entre sa peau et les autres, beh, pour sentir une vibration et pour sentir cette frontière, c'est un peu comme un sonar. C'est pour ça que le bercement, quand, dans l'autisme, ça peut aider aussi. Je le dis avec beaucoup de délicatesse parce que s'il y a des auditeurs qui ont des enfants qui sont autistes non verbaux, c'est tellement une souffrance que pour les parents, pour l'enfant, qu'ils n'ont pas envie d'avoir, des personnes qui donneraient des faux espoirs. Mais parfois on peut être créateur, créatrice, montrer de la créativité. Moi, j'ai travaillé avec une méthode qui s'appelle le joining pour les autistes. C'est une méthode, canadienne ou, américaine et qui fait que quand l'enfant crie, eh bien, on va le rejoindre, mais juste en le mimant et moi, c'est ce que je faisais avec la jeune fille et j'ai vu aussi un petit garçon aussi que j'avais, autiste non verbal. Donc quand il criait, de mimer le cri et de commencer, au lieu de crier comme lui, de le rejoindre dans le geste et de le transformer. Ça part un son plus agréable et grave. Parce que le grave va aller aider à l'ancrage. Un enfant autiste c'est pas moi, dans mon expérience et dans l'expérience de personnes qui les accompagnent avec le chant, l'aigu va pas les aider à descendre sur terre, à mettre les pieds sur terre, à travailler l'ancrage. Moi, je me souviens d'une dame qui avait Parkinson et m'avait invitée justement pour cette dame, pour que je lui fasse, que je la fasse chanter. La dame vient, que je fais aussi des massages, sonores avec ma propre voix et avec du classique. Donc je me suis mise à chanter, puis je chante dans le dos de la personne. En psychophonie, on chante dans le dos, on peut chanter un même son, une même note ou plusieurs notes et cetera. Je ne peux pas rentrer dans les détails et puis, je lui, chante des notes comme ça et des sons mélodieux. Et au bout de 20 minutes, elle se lève et elle marche toute seule. Et tout le monde de la famille dit: «Mais elle va tomber, mais elle va tomber». Elle ne tremblait plus et elle chantonnait. C'était assez magique. Et Marie-Louise Aucher a travaillé à Bichat dans ce qu'on appelait à l'époque, les asiles, enfin voilà, unités psychiatriques. Et en fait, quand elle les faisait chanter, ces gens qui étaient soi-disant, fous, et ben, en fait, ils dormaient sans médicaments. Et elle a travaillé aussi avec Parkinson. Bon, elle est décédée en 1994, Marie-Louise Aucher, mais elle a fait beaucoup de travail aussi de chant prénatal, de chant familial et d'aussi de chant, ce qu'elle a appelé chant du passage, pour aider les personnes en fin de vie à se vibrer, trouver
des mots, voilà, peut-être que la personne dont tu parlais, elle avait peut-être quelque chose qu'elle n'arrivait pas à finir. Peut-être que si moi j'avais eu à accompagner quelqu'un comme ça, je l'aurais aidé en suggérant juste une voyelle après, changer la voyelle, voir qu'est-ce que ça résonne, finir un peu sa phrase pour elle, en donnant plusieurs possibilités, voir qu'est-ce que ça peut donner. Oh, je pense que tu aurais pu nous aider à l'époque parce qu'on était sacrément démunis. Elle nous a questionnés, on a passé du temps à réfléchir sur son accompagnement et savoir comment faire parce que c'était jour et nuit. Elle dormait très peu et elle enquiquinait les autres résidents de l'EHPAD qui eux-mêmes avaient des troubles cognitifs. Elle nous prenait toute notre attention, toute notre énergie. Mais pour moi, c'est resté un grand mystère et un grand point d'interrogation. Mais tu parlais de bercement tout à l'heure et pour moi, il y avait quelque chose aussi de cet ordre-là. En psychophonie, on insiste beaucoup sur le bercement, la consolation. Voilà, et donc à la fin de sa vie, on devrait, même toute la vie, mais se bercer les personnes en fin de vie, je pense que ça les aiderait. C'est sans doute fait, peut-être dans certaines civilisations ou peut-être dans certains accompagnements que je ne connais pas. Lors de la préparation et encore tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais quelqu'un de particulière. C'est un qualificatif que tu utilises pour te décrire. En quoi est-ce que tu dirais que tu es particulière? Bien, en fait, j'ai longtemps pensé que j'étais pas comme les autres et ça m'a pas aidée de penser que j'étais pas comme les autres. Et je me suis dit: «Bah, chaque être humain est unique» et dans mon approche, de l'accompagnement des personnes, je connais pas grand monde comme moi qui fait le lien entre, dans l'accompagnement, en même temps avec la voix parlée, la voix chantée, les parfums, les parfums, je précise, naturels et bio. C'est-à-dire, voilà, je ne travaille absolument pas avec, des choses, voilà. Hem, la nature, les arbres, la PNL. Je suis aussi formée à la systémie d'organisation et au coaching d'équipe et je ne peux pas m'empêcher, quand je suis en coaching professionnel, je convoque, il y a bien un arbre qui arrive au milieu de la il y a bien une fleur, il y a bien une odeur, il y a bien un parfum et il y a la voix chantée qui se ramène même quand je suis coach aussi heu, en entreprise d'insertion et j'ai cette magnifique chance d'accompagner des personnes à retrouver confiance en elles, à conforter, à trouver aussi, leur voix, VOIE et je leur apprends à quoi je dis non, à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Quand je dis oui, par exemple, je leur apprends c'est ça pour ça que c'est particulier parce que s'invite tout d'un coup: «Bon alors, et si vous le chantiez, ça c'est comment?» et c'est en entreprise. Voilà, je coach, le directeur, la directrice adjointe et à un moment donné, ça arrive. Et c'est pour ça que je suis particulière parce que tout d'un coup, j'ai dit: «Bon alors et si ton mentor c'était un arbre, ce serait qui?» Donc ça s'invite et c'est pour ça que c'est particulière parce que toutes les personnes que j'accompagne par semaine, on va dire que si je compte ce que je fais en entreprise, je fais quand même 2 jours et demi en entreprise. Par semaine, on va dire que j'accompagne plus de 10 personnes par semaine. Ouais, entre 10 et 15, ça dépend si je fais un coaching d'équipe, si je compte et cetera. Donc et ben, je le sais par expérience, quand j'ai fait ma formation avec IDECOM International, Isabelle David, qui est, celle qui est la présidente elle est incroyable. Elle m'a laissé parce que c'était des Québécois. J'ai quand même fait une formation de PNL, puis après de coach certifié professionnel et à chaque fois, s'inviter: «Bon, et si tu chantais ton objectif en chantant? Et si tu chantais, de quoi tu as besoin pour faire un pas de plus en chantant?» Et elles m'ont laissé faire, ces femmes incroyables qui est toutes mes formatrices et mes formateurs, parce qu'il y avait beaucoup d'hommes. Et ben, on m'a laissé faire et c'est pour ça que je suis particulière parce que je ne peux pas m'en empêcher.
Pas t'en empêcher et je ne l'impose pas. C'est-à-dire que c'est une invitation, parce qu'on m'a déjà dit: «Oui, bah, alors, ceux qui veulent pas chanter». Je me pose pas la question. Toutes les personnes qui viennent me voir, je parle de tout ça à la fois. Je fais pas chanter en permanence, mais j'invite. J'invite à se féliciter. Ça, c'est extrêmement important. Quand on chante, quand on vit, chaque jour, il faut se féliciter. De quoi êtes-vous le plus fier? C'est ça. C'est quoi êtes-vous le plus fier de vous? Qu'est-ce que vous avez appris de chouette sur vous aujourd'hui? Ça, c'est des questions, que, ben, je dis: «Ben, si vous sa moi, je ne sais pas. Alors faites comme si». Moi, j'aime beaucoup en coaching, en PNL, en programmation neurolinguistique, on fait un comme si. C'est-à-dire que le cerveau, on lui dit: «OK, tu sais pas». Bah, c'est le cerveau est, réveillé, en alerte. «Non, je ne sais pas, je ne sais pas». Bon, alors si tu faisais comme si, lui, il dit: «Ah ouais, d'accord, bah, je vais faire comme si je savais». Je vais me féliciter en chantant. Voilà, je me félicite, fière de moi et je fais, c'est pour ça que je fais chanter: «Voilà, je suis moi» et c'est pas si simple que ça. Et voilà, je suis là et rien que ça, en coaching professionnel, de le dire avec une voix mélodieuse, parce que chanter, ça peut être aussi: «Et voilà, je suis moi». C'est presque du chanter, mais déjà avec, je joue là-dessus, donc c'est pour ça que je suis particulière et je pense que j'ai ma marque de fabrique, j'ai eu beaucoup de difficultés à cerner moi-même. En tout cas, dans ce que tu décris, moi, j'entends vraiment qu'il y a pas du tout de performance, mais que c'est vraiment le chant comme facilitateur de. Il y a quelque chose aussi de très joyeux. Enfin, tu m'as dit, j'ai pas noté la phrase exacte, mais qu'un de tes objectifs dans la vie, c'était de remettre de la joie aussi. C'était ça, d'être impactante et de remettre de la joie dans la vie des gens. Et moi, j'entends ça dans quelque chose de chanté. Il y a quelque chose de plus léger, peut-être, de plus joyeux. Alors, réencoder le monde avec la joie, c'est un vaste projet. Je ne suis rien par rapport à ça. Mais par rapport aux personnes que j'accompagne, je les invite à se réencoder, se réenchanter eux-mêmes. C'est-à-dire, je leur dis: «Vous avez» si quelqu'un me dit, ça m'arrive, hein, de coacher quelqu'un qui me dit, «Bon, ben, ma vie, c'est de la merde». D'accord. Est-ce que c'est 100? Elle me dit: «Ben, non, quand même pas, mais on va dire 95». Je dis: «Bon, alors on va se concentrer sur les 5 où c'est pas c'est qu'est-ce qui se passe?» Et ben, parfois, c'est des petites choses du quotidien qui sont réussies et rien que d'en être, fière parce que si je ne les fais pas, si je les faisais pas, qu'est-ce qui arriverait? Mais je serais peut-être plus là, donc je me concentre sur le 1 de chance de réussir un examen. Parce que c'est pas parce qu'il y a 99 qui n'ont pas tel truc que je vais pas me concentrer sur 1. Et ça, c'est de mettre de la joie parce que et moi c'est moi alors moi j'ai aucune prétention de donner de la joie aux gens. Parce que je pense que ça serait prétentieux de ma part. Par contre, j'invite les personnes à trouver, ça c'est vraiment de la PNL, à trouver en eux les ressources qu'ils ont pour atteindre leur objectif. Et je leur dis: «Si vous croyez que vous n'avez pas les ressources, ben si, allez chercher une expérience réussie». Par exemple, quelqu'un qui veut passer le permis de conduire et me dit: «Bah, j'ai peur de pas le réussir». Les pensées sont créatrices, hein, donc elles sont aussi l'inverse, hein. Donc au lieu de dire: «J'ai peur», je vais dire: «Bon, déjà, quelle expérience réussie tu as eue dans ta vie?» Ça peut être des choses très simples. J'ai, réussi à faire un gâteau et j'avais 8 ans. C'était mon premier gâteau. Je replonge la personne. Il y avait quelle odeur? Il y avait quel aspect? Où est-ce que tu étais? Et je fais monter la joie d'avoir la fierté d'avoir réussi tout seul. Tu avais 8 ans et là, on a oublié ce jour-là de te féliciter ou on t'a dit: «Bah, c'est bien, c'est tout». Mais toi, tu as surtout, on t'a pas appris à te féliciter, donc je fais émerger, enfler, amplifier ces sensations avec les 5 sens. Moi, je le fais chanter aussi si la personne veut bien et après je lui dis: «Voilà, ça c'est beaucoup de joie qui monte, beaucoup d'émotions» et après tu imagines que quand tu vas passer le permis, c'est comme lorsque tu as fait la première fois ce gâteau réussi
Et là, il y a comme une translation, comme une transmission, c'est-à-dire que l'enfant que tu es à 8 ans apporte le gâteau, c'est un peu ça peut être un symbole, un ancrage, à admettons que la personne s'appelle Arthur, à Arthur qui passe le permis. Tu lui offres ce que toi, Arthur petit, tu as réussi parce que tu viens de l'amplifier. Et quand tu vas passer le permis, après à chaque, ça peut être ça, hein, à chaque, fois que tu vas prendre une leçon de conduite, tu regardes à côté de toi Arthur qui tient fièrement son gâteau à 8 ans. Et ça, c'est de la joie. Parce que, encore une fois, c'est pas de moi, c'est juste la technique qui permet ça. Et c'est pour ça que j'ai tellement adoré cette formation, de coaching en PNL parce que j'ai quand même passé 2 ans à me former, à m'entraîner énormément et à chaque fois, c'est de la joie parce que tu es orienté solution et quand je coach en équipe en entreprise, je leur dis: «OK, il y a des problèmes. On va nommer les pistes de solutions ensemble». Ben, ils en redemandent, les salariés, parce qu'on dit pas: «On va résoudre un problème». C'est pour ça que ça amène de la joie et de la légèreté et c'est pour ça que c'est contribuer aujourd'hui au monde de demain et c'est qu'aujourd'hui que le cerveau il comprend qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est déjà demain. Aujourd'hui, je contribue, moi Sophie, dans l'accompagnement, à ma toute petite mesure, à faire émerger les graines parce que j'aime bien dire aussi, les graines en dormance, elles germent toujours un jour. Il y a besoin d'activateurs, il y a besoin de trouver le chemin pour les retrouver. Donc ça amène de la joie. On n'est jamais à chaque fois que tu vois une petite graine qui pousse, tu prends n'importe quel enfant, il fait: «Oh, ça pousse» et nous aussi on est comme ça. Alors c'est ça la joie. On est dans un monde qui est très pessimiste parce que c'est facile. Mais je dis toujours j'ai toujours dit aussi bien à mes élèves, aux personnes que j'accompagne, à mes enfants qu'on grandit, avec la communication non violente parce qu'on les a élevés comme ça. On nous fait toujours croire que être heureux, c'est difficile. Mais en fait, c'est parce que c'est facile qu'on nous fait croire l'inverse. Parce que être heureux, c'est comme la joie, c'est moi, dans ma vie, j'ai eu vraiment des grosses, grosses épreuves et je dis la voix m'a sauvée, vraiment, parce que peut-être que je savais que quand je chantais pas, j'étais malheureuse et revenait en moi cette idée de chanter. Même si j'ai chanté des airs d'opéra, opéra c'est pas gay, hein, parce qu'ils finissent des fois, je pensais à l'air de Liu par exemple, où elle se fait décapiter, elle chante encore, bon voilà, il y a des c'est assez trash l'opéra, mais ça me faisait du bien d'extérioriser, c'est paradoxal peut-être, mais ça m'apportait de la joie de chanter des airs dramatiques et être heureux, on même si les auditeurs, les auditrices, qui nous entendent se disent: «Beh, qu'est-ce que c'est de ce discours?» Ça fait rien. Je le dis quand même parce que il vaut mieux dire: «Être heureux, c'est plus facile qu'on ne le croit» et dans les épreuves que j'ai eues, je me disais toujours: «Tout coulisse en coulisses», parce qu'il se passe quelque chose. Quand il y a le désespoir, ça arrive, ben, il y a l'espérance. Il y a quelque chose, c'est la vie, en fait. C'est pour ça que je ferai le lien avec le compost, le lien avec la forêt. Les arbres quand ils meurent, ben, ils vont faire, du compost et ils vont aider et protéger les tout petits arbres et c'est ça qu'en fait, aujourd'hui, c'est déjà demain et demain, c'est aujourd'hui. C'est un peu ma contribution d'activer, chez les autres, leurs talents. Dans l'entreprise d'insertion, je leur demande toujours: «De quoi vous avez été fiers, le plus fiers de cette semaine?» Voilà et compliqué l'insertion parce Mmh. qu'il faut s'insérer, il faut correspondre à des normes sociales et finalement, tels qu'ils sont avec leur histoire, moi je suis pas psychologue, mais ils trouvent des pistes de solutions et à leur mesure, les petits pas sont déjà des pas de géant. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à la petite Sophie? Alors, ça je l'ai écrit parce que j'ai trouvé ça trop chouette ce que j'ai écrit, je vais le lire pour une fois. Je dis: «Bravo, ton sourire pétillant a traversé des épreuves et ton sourire est toujours aussi souriant. Tu as su persévérer et bravo». Voilà, que ce que je me suis dit. Parce que et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai une photo de moi dans mon portefeuille
Ma mère m'avait donné une photo de moi dans mon landau et je souris, je ris, enfin, je souris, voilà. J'ai peut-être, je sais pas, j'étais dans mon landau, hein, donc je savais pas encore marcher. C'est une photo que j'ai élue dans mon premier portefeuille que j'ai eu. Ben, c'est celle qui m'a accompagnée parce que je savais pas avant de faire du coaching pourquoi je la regardais autant, cette photo. C'était moi avant d'être éduquée. Et Donc c'était ouais, peut-être à cette joie-là aussi que tu te reconnectes et que tu essaies de reconnecter tous ceux que tu accompagnes. oui, même si, tous ceux que j'accompagne n'ont pas eu, un sourire, parce que les épreuves peuvent déjà, être là, quand on est tout petit, mais il y a cette force de vie et c'est pour ça que j'aime la forêt, c'est pour ça que j'aime les roses aussi. Je cultive des roses dans mon jardin et j'ai un tout petit jardin qui fait 200 carrés et je cultive, des roses remontantes, non greffées, que j'achète à un petit producteur qui va chercher des vieux rosiers, dans des jardins oubliés. Elles ont toutes un nom différent. Toutes les roses sont différentes. Toutes les roses ont des parfums différents. Mais les yeux fermés, pour ceux qui peuvent respirer les roses, savent que c'est des roses. Et ça fait partie de mes coachings à partir du mois de mai. Voilà. Et après l'hiver, j'utilise les pétales de rose que je conserve, sur du gros sel. Mais c'est comme les arbres. Il y a pas un être qui se ressemble, qui est pareil. Il y a pas un être humain qui est pareil. On n'est pas des clones. Donc c'est ça le vivant, c'est la diversité. J'ai interviewé les acteurs du Nouveau Monde. Tu as parlé déjà du monde de demain. C'est quoi pour toi le Nouveau Monde si tu devais le définir? Je pense que le nouveau monde est déjà en train de se créer par tous les acteurs, consciemment ou inconsciemment, qui sont orientés solutions, qui sont orientés sur le vivre ensemble avec notre diversité. Et qui vont chercher les points communs pour avoir des objectifs, un seul objectif commun, permettre, aux vivants d'être vivants. C'est ce que j'appelle la vie vivante. Ça paraît, le monde de demain, pour moi, il y a le monde dont je rêve, mais je pense que les pensées sont créatrices et qu'il faut être, nombreux, nombreuses à le penser différemment, chacun par rapport à notre histoire, mais on a trop été éduqués pour se comparer aux autres. L'école, et c'est pour ça que j'ai quitté, l'école aussi parce que on va soulever ce qui est pas bien. Arthur, et il faudrait prendre confiance en toi. On dit pas comment il faut faire, hein. Ou, tu pourrais faire des efforts en maths, tu devrais mieux t'appliquer. Mais qu'est-ce qu'on souligne de beau qui a été fait? Et donc, moi j'écrivais des bulletins un peu spéciaux, aux élèves parce que je voulais souligner ce qui était beau. Le monde de demain doit souligner ce qui reste de vivant, ce qui reste de créatif. On n'a pas le choix de la créativité quand on est des êtres humains. Je suis persuadée au fond de moi que la liberté, la je tiens vraiment, c'est une valeur, la créativité, c'est quand même très important pour le monde de demain et les enfants qui naissent là, en ce moment, qui arrivent, ils se laissent pas vraiment, modeler. On peut être comme la terre du potier où on est modelé, de façon artistique, mais on est tous uniques et le monde de demain, pour moi, il est déjà là et moi, je veux y croire. Moi, j'y Mmh. crois. Et les pensées sont créatrices. Comment est-ce que toi tu y participes? À ma Vraiment, vraiment avec, sans aucune prétention, en faisant, germer les graines en dormance chez chaque personne que j'accompagne en chantant. En tout cas, en chantant avec sa voix. Voilà, je pense que c'est peut-être, quelque chose que je dirais, oui. En tout cas, créer des pistes de solutions, réinventer des circuits neurologiques de solutions, voilà. Je peux le dire ou je peux pas le dire? Avant qu'on démarre l'enregistrement, je te dis que j'ai écouté l'interview que tu avais faite avec Clémentine. Il y a plusieurs reprises, comme tu l'as fait aujourd'hui, tu chantais. Oui, Et je te disais que, je sais pas pourquoi, j'ai l'image de Blanche-Neige qui me venait. J'avais l'impression d'entendre Blanche-Neige. Enfin, il y a quelque chose de très,
Je sais pas, comme si c'était un conte. Tu nous racontais une histoire et tu étais, je sais pas, il y avait avec ta voix comme ça. Alors c'est la représentation ou l'image qu'on nous donne de Blanche-Neige dans les dessins animés ou ouais, quelque chose d'assez poétique. Sans doute que aussi, j'aime beaucoup, heu, j'aime beaucoup la poésie. J'écris très facilement, de la poésie. J'aime danser avec, les mots qui chantent. J'aime faire, chanter les mots qui dansent. J'aime faire, j'aime chanter. J'ai écrit des chansons depuis que je sais écrire. J'ai écrit des chansons. Avant, je les écrivais pas, mais je les chantais quand même. J'ai une grande, très grande facilité d'improvisation par les mélodies, par les chants. J'ai une voix, j'aimerais faire de la radio. On m'a dit une fois, j'avais une voix mélodieuse et ce sont mes élèves qui me l'ont dit et je peux citer plusieurs exemples comme ça, où un jour j'étais au marché, il y a pas très longtemps, il y a peut-être quelques années. Oui, je me souviens parce que c'était pendant le covid, on avait tous un masque, pour dire à quel point c'était important. Donc, derrière moi, j'entends une jeune femme qui parle et qui parle à une autre et qui dit, bah, elle m'entend passer ma commande de fromage et elle dit: «Mais je la connais cette dame-là». Moi, je me sens pas plus que ça concernée, mais je me retourne quand même et maintenant j'ai les cheveux blancs et cette jeune fille me dit: «Je vous ai reconnu par votre voix». Vous étiez mon professeur et cette jeune fille, bah, ça faisait 20 ans que je l'avais pas vue, 20 ans et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je raconte ça parce qu'en plus j'avais le masque, elle pouvait pas me reconnaître de visage. C'était l'hiver, c'était à Noël, je m'en souviens, je faisais la queue au fromage et elle m'a juste entendu dire, «Je voudrais, tel fromage de chèvre» et tout ça, donc c'était même pas un cours d'économie et donc c'est vrai que ma voix est comme la voix de chacun, c'est une signature. Je pense que ma voix chante déjà. Voilà. Oui, ça fait les contes, voilà. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors après, c'est toutes les représentations que j'ai qui sont complètement faussées par, les dessins animés, par les films d'animation, tu vois? De comment est-ce qu'on nous représente Blanche-Neige ou tous ces personnages-là, mais je sais pas, il y avait quelque chose de d'enjoué, de ouais, de qui nous raconte une histoire. Tu le personnage d'une histoire. Ouais. On arrive à la fin de l'interview. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Eh bien, quelle est ma rose préférée, par exemple? Alors, quelle est ta rose préférée? Et c'est la rose de Dama, Rechte de Dama, voilà, la rose de Dama. C'est ma rose préférée. Elle a un parfum divin. On en fait des l'huile essentielle, voilà. Il y a une autre question que je t'ai pas posée, que je pourrais te poser avant de terminer. De quoi est-ce que tu es le plus fier? Que tu es fier? Je crois que pour moi et j'en ai de l'émotion dans ma voix si je le dis, je suis fière, d'avoir persévéré dans la réalisation de mon rêve. Parce que depuis toujours, je voulais faire quelque chose avec la le chant et je l'ai réalisé. Voilà, ouais, c'est ça et mais j'en ai beaucoup d'émotions. J'ai passé toutes les barrières de «c'est pas possible», et cetera. Donc je suis Mmh. fière, très fière de ça, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué tout ce parcours-là, mais pour l'avoir, en tête, effectivement, tu as de quoi être fier. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose de plus avant qu'on termine l'interview sur le portrait chinois? Ben, la vie est belle. La vie est belle et ça vaut le coup vraiment de la vivre en chantant, de la vivre en rêvant et en réalisant ses rêves. Rêvez grand, disait Disney, et vous réaliserez un peu plus petit, mais rêvez, rêvez grand et osez, osez rêver. Réaliser, surtout osez réaliser vos rêves. On termine donc sur le portrait chinois. Mmh. Si tu étais un plat, lequel serais-tu? Alors, je serais une salade de tomates, ça me rappelle, avec de la ciboulette, parce que ça me rappelle ma grand-mère. Voilà, ça me rappelle l'été. Sais-tu qu'on a commencé à planter les pieds de tomates aujourd'hui? Ah oui, mais moi dans les Vosges, on a encore 2 mois. Ah, sous serre, hein, nous avons planté sous Ah, serre. ah oui, quand Ouais. même. Oui. Oui, oui, oui. Si tu étais un livre, Bien, je pense que je serais, La musique est l'ineffable de Jean Kelevitch, parce que c'est le premier livre que je me suis acheté toute seule avec mes sous quand j'avais 17 ans et
C'est un livre qui raconte que c'est incroyable ce philosophe, ce qu'il a écrit sur la musique avec des citations très très précises sur justement ce que fait la musique chez les personnes et qu'en fait c'est ineffable, ça ne se raconte pas. Ça c'est Ça se vit. Si tu étais un dicton, alors tu nous en as donné un juste avant, mais peut-être en as-tu un autre. Il en faut peu pour être heureux, il en faut peu pour être heureux. Pam 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 pam. Il en faut peu pour être heureux, il en faut peu pour être heureux. Tout le monde aura reconnu, bien évidemment, Mowgli. voilà. Si tu étais un film, Il était la forêt de Maurice Allais. C'était c'est un film qu'il a fait sur la canopée et j'aimerais tellement avant de mourir, je veux habiter là-haut. Mais je sais pas si tellement beau la canopée. Voilà. Ouais. j'en ai les frissons. Je l'ai vu au mois de juillet. Il y avait un festival, nommé La Forêt des Possibles à Anglet pour défendre la forêt de Jusant. Il y a un projet, de destruction encore une fois de cette forêt. Bref, il y a eu un festival organisé et il y a eu la diffusion de ce documentaire extraordinaire. Extraordinaire, ouais. Si tu étais un super-héros ou une super-héroïne, Je pense que je serais Hildegard de Bingen parce que Hildegard de Bingen, c'est quand même une femme incroyable qui a été une femme médecine, qui était une femme qui utilisait donc la nature, qui a écrit son grégorien féminin n'a rien d'un grégorien. C'est incroyablement qu'elle est visionnaire elle utilisait, comme elle n'avait pas le droit de faire de l'harmonie, c'est-à-dire de voir deux voix, eh ben, elle utilisait l'angle d'une chapelle pour que sa voix se réverbère et crée d'autres harmoniques. C'est une femme que moi je connais déjà fait avant même qu'elle soit un peu plus dans les médias, mais elle est morte depuis quand même très longtemps. Hein. Je crois que c'est au XIe siècle. Et c'est une femme qui était très érudite, qui aimait le chant, mais faisait, je sais pas si elle faisait du développement personnel, mais elle avait la foi dans la vie. alors c'est étonnant que tu m'en parles parce que moi je connaissais pas cette femme jusqu'à il y a quelques semaines qu'une de mes collègues m'en parle parce qu'elle a vécu en Allemagne. Elle est passionnée par la culture et ça, et elle m'a parlé de cette femme. Et dernièrement, je suis tombée sur une médium, qui a fait une canalisation je ne pas bien prononcer son nom, Hildegard de Bingen. Voilà. Hildegard. Et elle a canalisé, en fait, Hildegard. Et j'ai envoyé la vidéo à ma collègue parce que je trouve ça assez surprenant. Je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à il y a peu. Et toi, tu la nommes encore aujourd'hui. Donc, Elle fait partie des femmes qui participent, qui m'ont beaucoup guidée quand j'ai fait mon mémoire sur parce que j'ai fait une formation d'aromathérapie, phytothérapie et elle m'a beaucoup guidée. Voilà, j'ai fait partie de mes mentors. merci Sophie de ta participation. Eh ben, merci à toi, Katia, de m'avoir invitée pour écrire ensemble aujourd'hui le monde de demain. Et merci beaucoup pour votre écoute. Alors, j'espère que le parcours de Sophie vous aura inspiré. Alors, on est loin d'avoir tout évoqué, mais il y avait tellement de choses à dire qu'il fallait bien choisir un angle. N'hésitez pas à la contacter sur ses réseaux. On n'a pas expliqué comment est-ce qu'on pouvait communiquer avec toi, où est-ce qu'on te trouve. Alors déjà, si vous cherchez Voix la Voix, VOISLAVOIX, on mettra peut-être les références en dessous, vous tomberez sur mon site internet. Vous aurez le lien entre mes deux chaînes YouTube, les rendez-vous de Sophie et la chaîne Voix la Voix, que je suis en train de réactualiser. Et puis, ben, vous avez sur Facebook, que sur Instagram, je suis pas encore, j'y suis aussi, mais je suis moins férue. Je débute. Donc sur Facebook, je suis avec ma page Voix la Voix, VOISLAVOIX. Et sinon, sur Sophie Voix la Voix, VOILAVOI. Voilà. On mettra tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt. Voilà, à bientôt et merci. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.